Si 2018 était une montagne, 2019 est un cosmos. Maintenant que nous sommes tout en haut de notre grande montagne blanche, il nous reste à suivre les pas de Neil Armstrong dont nous parlions dans notre ultraviolet, dans notre dernier palais. Suivre ses pas vers la lune, la blancheur de la lune, aussi blanche que toutes les couleurs réunies. 2019 sera la lune. Ah bah dis donc, ça promet tout ça. Hein. Et oui, donc bien sûr, on ne recule devant rien, on est prêt à tous les exploits, parce que on a encore eu une très belle année 2019, avec beaucoup de coups de cœur. Alors tous n'accéderont pas au top blanc, mais quand même, ils valent le détour. Comme tu l'as dit, beaucoup de coups de cœur, mais surtout beaucoup de couleurs. Parce que, alors je le rappelle, hiérarchiser des films m'a toujours un peu gêné, alors que les couleurs, entre elles ont une espèce d'égalité, de liberté, de fraternité, et non, je ne fais aucune référence à quelque devise que ce soit. On va commencer tout de suite avec les mentions beiges. Voilà, parce que le top blanc, vraiment la blancheur, ça c'est vraiment pour les films qui ont quand même atteint un haut du panier. Oui, il y a quand même une toute petite hiérarchie. Mais beige, voilà, c'est pas loin de blanc quand même. Oui. D'ailleurs, je te propose, avant de commencer, de retourner à nouveau notre sempiternel bégier, blanchier, sablier. Oui, bah c'est parti, donc on décolle du sommet de la montagne vers la lune et on commence tout de suite avec donc Tolkien. Ah, beau film pour commencer. Réalisé donc par Dom Karukowski. C'est plus l'époque victorienne, c'est post-victorien, c'est début du 20e je crois. Donc déjà c'est une époque qui moi me plaît beaucoup, surtout dans l'univers britannique. Et en plus c'est la biographie, le biopic de J.R. Tolkien. Le grand auteur des Seigneurs des Anneaux, je pense que tout le monde le connaît à travers ces livres-là. Et à ne pas confondre avec Le Silence des Agneaux, ne pas confondre non plus avec Le Seigneur des Agneaux, non. Et ne pas confondre non plus avec Le Silence des Anneaux. Non, c'est sûr. On pourrait s'y méprendre, il faut faire attention. Mais donc là, effectivement, tu as raison de placer le contexte. Voilà, on est dans cette Angleterre où on est sur une sorte d'école très prestigieuse, où finalement lui étudie, donc un Tolkien, et il va former sa fameuse communauté. On est un peu dans la même ambiance que le cercle des poètes disparus. On va quitter l'époque victorienne justement pour se lancer de plein pied dans les temps modernes. Bah c'est surtout que tu parlais de valeurs comme la liberté, l'égalité, la solidarité. Enfin, il y a tout ça effectivement dans ce film-là. On sent vraiment cet esprit de communauté qui était cher de toute façon à Tolkien. C'est vrai qu'il y a aussi une histoire d'amour qui est très jolie entre lui et une jeune femme. Très bien écrite, très bien dialoguée. Mais c'est un peu quand même malheureusement contraint par, je trouve, un cahier des charges qui est pas très problématique, mais qui a tendance un peu à lisser le potentiel qui avait effectivement à raconter l'histoire d'un auteur de son envergure et l'imaginaire aussi qu'il y avait derrière. C'est vrai parce que ça va être la Première Guerre mondiale qui bientôt va pointer le bout de son canon et Tolkien va y prendre part malheureusement, il va y être obligé. Et la scène justement de cette guerre qui est un peu dévoilée malheureusement dans la bande-annonce, je la trouve superbe, splendide et extrêmement courte. Et c'est ça. Dans cette scène, on voit comment la fiction s'incarne dans la réalité carrément. Il y a vraiment une vision du fantastique, malheureusement un peu trop diluée. En tout cas, on se raccrochera quand même effectivement l'émotion qui est sincère et réelle dans le film, aux acteurs qui sont vraiment aussi assez extraordinaires. Bon, très bien, on enchaîne alors avec Si Beale Street pouvait parler. Le réalisateur, c'est son deuxième film. Oui, Barry Jenkins. Il avait fait Moonlight, qui avait quand même eu l'Oscar du meilleur film l'année de sa sortie. Et aussi fait amusant, qui était également dans nos mentions belges de 2017. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que ce film-là, qui compte avant tout l'histoire d'amour, entre deux jeunes gens afro-américains. Et ce qui est très beau, c'est aussi cette surstylisation, j'ai envie de dire, du film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le style esthétique apaise presque toutes les tensions qui pourraient être exacerbées, effectivement, par le contexte social, raciste, qui est développé dans le film. Et grâce au style du réalisateur, qui va un peu tout figer, suspendre comme ça, dans une forme de... colorimétrie jaune rêve, parfois. Ça m'a presque fait penser à un mix entre Terry Gilliam et Jean-Pierre Jeunet. Bon, citons quand même juste un tout petit peu le scénario. Le héros, le jeune
jeune homme afro-américain va être accusé injustement d'une agression sur une femme. Et donc sa fiancée va tout faire pour essayer de l'innocenter, jusqu'à même se rendre carrément au Mexique où la dame en question s'est enfuie. Effectivement, et ce qui est très très fort aussi, c'est de voir comment surtout les parents de la jeune femme, mais aussi les parents du jeune homme, enfin comment il y a une sorte d'incapacité aussi à s'entendre sur certains sujets, et comment c'est aussi au-delà du conflit externe, c'est déjà intrafamilial, quoi. C'est le genre de film aussi qui comporte les répliques qui te font du bien, tu sais, les quatre vérités. Ah oui, non, vraiment, voilà. On passe maintenant à Scary Stories. Combien de cauchemars il m'a fait faire, celui-là. Oh, il est quand même tout public, hein, voilà, hein, mais effectivement, il y a quelques visuels qui valent leur pesant de frissons. Bah, ça rejoint un peu le genre de film d'horreur d'adolescent, mais de bonne qualité, hein, parce que sinon il serait pas ici. Non, tout à fait. Et c'est alors réalisé par Andre Ovredal. Dont c'est le 3e film, il me semble. Tout à fait, il avait fait Trollhunter, et puis donc... La vie à vif, numéro 13. C'était donc The Autopsy of Jane Doe, ou The Jane Doe Identity. Voilà, selon qu'on se réfère à la traduction française ou non. D'ailleurs, petite devinette, lequel des deux titres sonne le plus français ? Ah oui, ouais, ça c'est pas simple, hein. Et donc Scary Stories, bah, c'est adapté, alors je sais plus si c'est un roman... Oui, une série de romans comme Les Chairs de Poule. Et notons quand même que c'est coproduit par Guillermo del Toro. Hein. C'est vrai. Non, mais il est toujours... Dans Les Bons Monstres. Et du coup, bon, voilà, c'est donc un groupe d'adolescents, et ils vont pénétrer à un moment donné dans une demeure un peu vétuste, hein, même réputée hantée, hein, en fait. Hein. Et surtout, ils sont tellement malins qu'ils y pénètrent pas n'importe comment. Ils y pénètrent la nuit, et pas n'importe quelle nuit. La nuit d'Halloween. Mais bon, ouais, en l'état, c'est vrai que donc ils descendent dans cette cave, et ils trouvent le livre d'une jeune fille, à l'époque où elle était encore en vie, elle écrivait beaucoup, c'était une romancière en devenir, on va dire. Et c'est pas n'importe qui trouve ce livre, c'est l'héroïne, qui elle aussi voudrait faire écrivaine, romancière de livres d'horreur. C'est ça. Et à partir du moment où il déloge le livre de son lieu d'origine, on va dire, les histoires écrites dans le livre, et notamment de nouvelles histoires aussi qui vont s'écrire en fait, vont condamner un à un les personnages. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de créatures dans ce film, c'est très plaisant parce que on a souvent des menaces qui sont un peu génériques, qu'on a un peu tendance à revoir d'un film à l'autre, et là je trouve que de chaque segment, chaque presque histoire terrifiante qui s'incarne dans le réel, est vraiment une sorte de petit moment de bravoure, et c'est très original aussi l'esthétique des monstres. Notamment, il y a une scène où la colorimétrie devient rouge, le monstre qu'on nous présente est à la fois tellement similaire à un être humain vrai, mais on voit, c'est flagrant que c'est pas un être humain, on a presque l'impression que c'est une statue de cire, et c'est un des visuels les plus effrayants, je trouve, de ce film. Ouais, tout à fait. Et il y aura peut-être des suites, hein, parce que le film s'arrête sur une fin des plus ouvertes. À ce stade-là, c'est même plus une ouverture. Ah oui, non, à ce stade, c'est vraiment béant. Mais très bien. Bon, on poursuit alors avec Mon Inconnu. On passe de l'horreur à l'amour. Oui, ça fait du bien quand même. Donc de Hugo Gélin, là c'est vrai que c'est un film qui fait du bien. Et ça reprend effectivement le schéma classique un peu de Un jour sans fin. Alors pas exactement pareil, mais on sent l'inspiration. À la suite d'un désamour, en fait, eh bien, le personnage, le héros masculin, va prendre conscience à quel point ce qu'il avait acquis, ne l'était pas. Il ne fallait pas le considérer comme tel, parce que oui, bon, ça commence avec une belle histoire d'amour, hein, mais d'ailleurs, elle est aussi touchante, la première partie, avant que ça commence à aller mal entre lui qui est devenu donc ils se sont connus à l'université, et donc lui qui est devenu un écrivain célèbre, etc., et elle qui n'a pas pu réaliser son rêve de devenir une grande pianiste, qui a un peu tout sacrifié pour lui, et lui qui ne le comprend pas, qui la délaisse de plus en plus. Et puis c'est toujours dans ce genre d'intrigue, effectivement, ce qui nous tient en haleine, c'est à quel moment effectivement l'un et l'autre vont pouvoir peut-être raccorder les wagons, et est-ce que à quel point aussi le héros va pouvoir apprendre de ses erreurs et peut-être changer le cours des choses. Voilà, et ça, c'est très stimulant. Alors, je dois quand même dire que c'est également un peu la base de l'intrigue de Shrek 4e du nom. Oui, c'est vrai, oui. En fait, tout simplement, ce qui va arriver aux héros, c'est que du jour au lendemain, tout ce qu'ils auront vécu, eh bien, ils ne l'auront plus vécu. Puis en même temps, je trouve que voilà, il y a cette ambition aussi formelle, il faut pas négliger, c'est pas juste la très bonne comédie de l'année, c'est aussi une ambition esthétique, et c'est plaisant de voir ça aussi dans le cinéma français. On enchaîne alors avec Les Incognitos, un film d'animation. Hein. On s'attendait pas forcément à ce que ce soit génial. D'ailleurs, ça va peut-être pas jusqu'à être génial, mais
mais elle est géniale sans le L. De toute manière, le L, c'est le pigeon qui les récupère. Avec un vrai côté, ce serait presque un peu le Kingsman animé, quoi. Enfin, il y a un petit côté, en fait, parodie du film d'espionnage, qui est très réjouissant, c'est vrai, et en plus, je trouve... Enfin, moi, c'est peut-être le film qui m'a fait le plus rire de l'année, quoi. Enfin, donc c'est plutôt réussi à ce niveau-là. Surtout, il y a un rythme, même dans le débit vocal des acteurs, enfin des doubleurs, c'est dans la façon de parfois soit surjouer, soit se réapproprier des clichés de colère, voilà, des codes. Par exemple, il y a cette scène où t'as le héros qui a été transformé en pigeon et devant le scientifique qui n'arrive pas à lui rendre son apparence humaine, de désespoir, je vais le tuer. C'est ça, vraiment, la drôlerie. Bon, effectivement, déjà, le concept de base, c'est, voilà, ce jeune surdoué, quand même, hein, qui est embauché, donc, dans cette grande société d'espionnage, qui idéalise aussi, quelque part, un peu, donc, cet espion qui arrive à démanteler tout un tas de grands Manitou du crime, enfin, des empires à lui tout seul. Voilà, Lance Sterling, il me semble. Et du coup, lui, ce jeune surdoué qui se rend responsable aussi de rabaisser quelque part aussi cet espion prêt à tout, de le mettre finalement dans le corps d'un pigeon. Il y a déjà un concept de base très prometteur et qui est tenu, voilà, tout le long, parce qu'on n'est pas juste dans du second degré, il y a quand même un premier degré qui marche beaucoup, une simple histoire presque de transmission aussi. Qui a sa dose d'émotion, de gravité, notamment j'aime beaucoup comment s'ouvre le film et les interactions entre donc ce surdoué quand il est très jeune avec sa mère, justement. Cette idée aussi de déconstruire les clichés à la fois dans la forme que dans le fond, parce que dans le fond, carrément, il propose des gadgets enfants. Oui, après, c'est vrai qu'on est en terrain connu, mais effectivement, l'animation permet aussi, par endroits, de renouveler un peu l'approche de ce sous-genre-là, et donc c'est très réussi. Et j'aime aussi beaucoup le message, le propos, par rapport à deux expressions qui s'opposent, hein, la violence engendre la violence, et... Il faut répondre au feu par le feu. Les deux, fondamentalement, nous ordonnent une réaction, mais elles ne sont pas d'accord avec la nature de cette réaction. Est-ce qu'il faut répondre au feu par le feu ? Ou est-ce qu'il faut faire attention parce que la violence engendre la violence ? Le message est utile, c'est vrai. Et c'est, rappelons-le, réalisé donc par Nick Bruno, c'est ça ? Voilà, et Troy Quinn. Alors, on enchaîne avec le Mystère Henri Pic. Réalisé par Rémi Besançon. Avec Fabrice Lucchini, quand même, dans le rôle principal, qu'on retrouvera un peu plus tard, mais on n'en dit pas plus. Oh, suspense. Là aussi, ça fait partie des plutôt bonnes surprises. Alors moi, pour le coup, j'en attendais absolument rien. Hein, vraiment, j'allais presque un peu à reculons, si ce n'est sur la base d'une histoire qui avait l'air un peu intrigante quand même. Un pizzaiolo donc qui va posthumement, il va donc acquérir une très grande célébrité grâce à un livre d'un grand génie qu'il aurait écrit. Sauf que ça a beau être joli comme histoire, hein, l'apparemment simple d'esprit qui pond une œuvre de philosophie monumentale, eh bien le personnage joué par Fabrice Lucchini, ça ne lui convient pas et ça ne le convainc pas et il va se mettre en tête de savoir qui a vraiment écrit ce fameux livre. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Fabrice Lucchini, il a commencé, alors non pas en tant que pizzaiolo, mais en tant que coiffeur. Et donc je trouve ça plutôt cocasse, voilà. Allez, un peu de cocasserie, que justement, là, il joue le rôle d'un critique célèbre qui ne peut pas croire que quelqu'un venu de tout en bas de l'échelle soit monté aussi haut. Ouais, c'est vrai, il y a une sorte d'ironie, et je pense qu'il a peut-être choisi son rôle aussi par rapport à ça, qui sait. Hein. Après, moi, je regrette quand même une facture qui pourrait le rapprocher un peu d'un téléfilm, certes haut de gamme, mais pour moi, il manque un peu de cinéma, quand même, dans le film, en termes de plan, de mise en scène, mais... Voilà, on passe vraiment un très bon moment quand même. On poursuit avec Le Mans 66. Donc c'est réalisé par James Mangold, qui a déjà réalisé de très bons films, et notamment le dernier Logan. Hein. Qui était dans notre top blanc 2017. Absolument, comme quoi, hein, voilà, on n'oublie pas ceux qu'on a déjà consacrés. Et donc oui, alors là c'est vraiment les courses automobiles, hein, mais c'est pas que ça, hein, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est aussi ce duel, enfin ce duel oui et non, mais il y a quand même une forme de rivalité au départ et après ils s'associent, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'un va être finalement le sponsor, on va dire, de l'autre, qui est lui par contre un
un automobiliste aguerri. Il y a aussi une dimension de duel, mais qui serait plutôt cette fois entre l'homme et l'industrie. Tout à fait, parce que c'est ça, c'est les industries Ford et Ferrari qui s'opposent pendant toute cette histoire. Et effectivement, ça permet de voir comment la fibre sportive aussi, cette volonté de performance, à un moment donné, abat les cartes et met tout le monde d'accord, quoi. C'est aussi ça qui est très beau. Et au-delà de ça, c'est aussi le rapport, ce qui est intéressant, les puissants, comment ils n'ont aucune conscience de ce qui se joue sur le terrain. C'est-à-dire que alors que pourtant, c'est leur univers, c'est leur empire financier. C'est un peu le ponte qui ne connaît que les chiffres, mais pas la réalité de son empire. Et donc, dans les rôles principaux, on l'a pas dit, mais effectivement, donc Matt Damon, mais aussi Christian Bale, qui là fait aussi une très belle performance. Et la fin est plus mélancolique qu'il n'y paraît, je trouve, et c'est ça qui est assez joli aussi. Oui, parce que elle arrive quand même à surprendre, même si elle a peu de latitude de surprendre. On se dit, ça va soit se terminer comme ça, soit comme ça. Mais même si fondamentalement, elle se détourne pas vraiment de cette règle qui lui pendait au cou, qui lui pendait à la carrosserie, eh bien, elle arrive quand même à surprendre et à émouvoir cette fin. Surtout en plus, on a souvent vu ces deux caractères, celui qui est beaucoup plus réfléchi et celui plus impulsif. Non, c'est vraiment ça qui se complète très très bien et ça fait effectivement toute la force du film. On enchaîne avec donc l'heure de la sortie de Sébastien Marnier, voilà, c'est son deuxième film. Il avait fait un film qui s'appelait Irréprochable, qui était déjà intéressant. Et là, ce que j'aime beaucoup, la prémisse de départ, donc c'est ce professeur remplaçant qui effectivement fait suite donc à un enseignant qui s'est suicidé, défenestré. Pas n'importe où, depuis sa salle de classe où il y avait ses élèves. C'est ça. Donc tant qu'à faire, pour marquer les esprits, il n'y a rien de mieux. Mais bon, quand même, à l'arrivée donc de ce nouveau professeur, on se rend compte que les élèves sont pas non plus tout blancs. C'est pour ça qu'ils sont dans les mentions beige. Effectivement. Bah oui, non mais c'est calculé, oui. Alors il faut dire que c'est une classe un peu spéciale, c'est une classe, alors je sais pas s'ils disent de surdoués, mais ils disent d'élèves qui sont quand même en grande avance par rapport à leurs camarades. Ils ont cette intelligence qui est quand même aussi une raison de s'inquiéter, quoi, parce que ils sont tellement en avance qu'ils ont presque déjà prémédité aussi quelque part une sorte de fin du monde. Et c'est là que d'un coup il y a eu aussi une ambition qui me plaît beaucoup dans le film, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont presque des prophètes. Et donc voilà, le professeur essaie de comprendre aussi ce qui se trame, et c'est ça qui est très intéressant. Alors le professeur joué par Laurent Lafitte, qui se sent un peu dépassé parce qu'en plus ses élèves, ces prophètes, ils ont aussi l'arrogance. Là, je sais pas s'ils ont pensé au conseil de discipline, mais bon, c'est plus un conseil de discipline à ce stade-là. C'est un ordre de discipline. Oui. Là, on conseille plus. Ça. Et c'est vrai que je trouve en plus la finalité, alors qui peut être un peu déceptive en soi, et c'est vrai qu'elle peut avoir cet effet-là, mais je trouve que plus que on va dire la première fin du film, la toute fin par contre est beaucoup plus intéressante, parce que là en fait il y a une forme d'harmonie dans le chaos qui se crée, qui est plus inattendue encore, qui est peut-être encore plus d'une certaine façon noire ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas c'est à la fois on est entre l'espoir et le désespoir total à la fin, et je trouve qu'il y a une sorte d'incertitude quand même aussi qui plane, qui est très intéressante. Alors disons que j'ai une sensation de rester dans un entre-deux, dans un espèce de doute. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise ? Enfin, voilà. En tout cas, à voir. Point du cinéma français, il faut soutenir ce genre de proposition. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de cinéma français, parlons de Dain. Le Dain, voilà, oui. Signé par Quentin Dupieux. Le réalisateur peut-être le plus farfelu contemporain, pour dire ce qui est. Disons qu'il a un grain, mais ce grain-là, on l'aime bien, quoi. C'est un beau grain. Exactement. Et alors là, pour le coup, on suit donc un personnage interprété donc par Jean Dujardin, qui va acquérir une veste en daim, 100%, tant qu'à faire, daim, et également un caméscope auprès d'un particulier, et il va en fait à partir de là se mettre en scène avec cette veste-là, et puis presque mettre en place un film dont il va être le héros. Alors en plus un film improvisé, un film qui se construit au fur et à mesure. Ouais. Non mais il y a déjà une sorte de décalage dès le départ, le décalage qui va réellement en plus s'accentuer parce que le personnage va devenir un peu psychopathe sur les bords, même pas sur les bords carrément. Voilà, et donc un décalage qui va s'accentuer. Par contre, ce qui ne s'accentue pas, ce sont les couleurs.
Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que t'as une colorimétrie, t'as une esthétique très délavée, désaturée, qui rappelle un peu d'ailleurs presque l'extérieur de ce blouson andin, quoi. Tu as l'impression de voir le velours, Ah bah le beige, on y est, on est en plein dedans. Hein. Oh là 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 là. Je nous savais géniaux, mais pas à ce point-là quand même. Eh oui, tout était là. Hein. Bon, très bien, bah on enchaîne avec donc le Chardonneret. Réalisé par John Crowley. Avec un casting quand même aussi assez prestigieux. On compte notamment Nicole Kidman dans un second rôle assez intéressant. C'est ça qui est amusant, elle est censée être au second rôle, mais l'affiche nous la promettait en premier, quoi. Oui, quelque part, c'est vrai. Et dans le rôle principal, on retrouve Ansel Elgort, qui était le baby driver de Edgar Wright. Qui était dans notre top blanc 2017. Ah non, mais quand on dit qu'on n'oublie pas ceux qu'on a déjà plébiscités, non, on n'oublie pas. Hein. Et du coup, alors, c'est l'adaptation d'un roman qui en fait retrace un peu simplement, j'ai envie de dire, la vie, le parcours de vie d'un jeune homme essentiellement, parce qu'on ne le verra pas âgé, mais qui finalement a eu une situation familiale très compliquée au départ. Il est passé par tout un tas d'épreuves qui l'ont forgé. Surtout, il n'y est pas passé tout seul, il y est passé avec un tableau qui représenterait un chardonneret. Ce tableau aurait été l'unique survivant d'un incendie, qui aurait d'ailleurs tué son auteur, son peintre. Et c'est pas anodin parce qu'en fait, cette histoire parle un peu des survivants de l'accident et les gardiens des séquelles. On pourrait presque imaginer les séquelles comme des artefacts. Méfiez-vous des gardiens des séquelles. Enfin, voilà, parce que justement, c'est dans un musée que ce héros, alors qu'il est enfant, alors qu'il est garçon, va perdre sa mère lors d'un attentat, il me semble, et dans un musée où il était justement en train d'admirer un tableau représentant un chardonneret. Ce qui est intéressant après dans le film, alors... J'aurais quand même un peu le même bémol qu'avec Tolkien, pas pour tout à fait les mêmes raisons, mais c'est un film qui aurait aussi un très grand potentiel et qui, à mon avis, se perd un peu des fois en détours, en des choses qui finalement sont pas très utiles, je trouve, au scénario. Mais au-delà de ça, il y a quand même un très beau parcours voilà, d'un jeune homme qui finalement essaie de trouver sa place dans ce monde, hein, tout simplement. Effectivement, le tableau qui va avoir un écho en lui. Le tableau, c'est presque son avatar. Ce qui arrive au tableau arrive à ce garçon-là. Parce que oui, il va voler. Il va garder le tableau avec lui. Donc en fait, c'est les aventures de deux survivants. Oui, et c'est ça qui est assez joli, voilà. Mais... il manque peut-être, mais ça mérite quand même d'être dans nos mentions belges. Hein, oui. Bah surtout, ne serait-ce que par l'esthétique de toute la moitié du film, où on est dans une espèce de quartier en construction, en plein désert, en plein sable. Donc là, le beige, on en a pour notre argent. Ah, c'est sûr. Eh bien, cette esthétique-là, cette ambiance-là, je la trouve marquante, quoi, impressionnante. T'as presque un côté purgatoire, plutôt. Il y a quelque chose, ils sont là-bas comme pour être punis. Hein. C'est un peu une punition, ce qui se passe là-bas. Donc. Oui, de toute façon, oui. Bon, on le recommande aussi, très bien. On poursuit avec Green Book. On aurait pu le mettre en top blanc, en position verte. Il est quand même plus beige que vert. Le film fait aussi partie, comme Mon Inconnu, on va dire, des films des feel good, hein, c'est-à-dire vraiment on en sort avec le sourire, voilà. Mais il y a effectivement aussi quelque chose d'un peu académique qu'on a déjà pu voir ailleurs. Hein, mais alors rappelons, hein, c'est donc Peter Farrelly qui s'était illustré souvent avec son frère Bob sur des comédies. Alors là, on est encore un peu dans le registre de la comédie, mais vraiment humaniste. Parce que ça se passe aux États-Unis, dans les années plutôt 70-80. Oui, dans ces eaux-là. Et donc, en fait, c'est l'histoire d'un pianiste virtuose afro-américain qui veut partir en tournée dans le sud des États-Unis. Et le sud des États-Unis, pour un artiste aussi talentueux soit-il, mais afro-américain, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et le Green Book, justement, du titre, fait référence aux endroits qui étaient autorisés voilà, pour les Afro-Américains à cette période et d'autres qui étaient donc interdits. Et c'est là, en fait, toute la violence souterraine du film, hein, qui est aussi un peu en rapport, quand on en a parlé de Sybil Stud, pouvait parler. Sauf que là, voilà, Green Book, ce qui est assez joli, c'est que en fait, le protagoniste même de l'histoire, alors c'est certes, il y a lui, mais il y a un autre, son chauffeur, hein, qui va le conduire pour sa tournée de concert. Et donc voilà, c'est aussi ce duo-là, je trouve, qui nous emporte, hein, vraiment, parce que c'est aussi comment l'un évolue par rapport à l'autre, comment aussi le pianiste au départ, très noble, hein, il y a une sorte de posture du pianiste. Il y a un côté strict, austère, froid, et vraiment un peu trop dans les règles. Ça rend pas le personnage très sympathique.
Oui, mais après c'est vrai que l'inversion, il y a presque une inversion, on est plus souvent, et peut-être à tort, habitué à voir des personnages afro-américains qui sont entre guillemets, alors pas moins éduqués, c'est pas la question, mais qui, en tout cas plus légers dans leur comportement. Et là, lui, c'est pas du tout le cas. Il est assez érudit à sa façon, tandis que le chauffeur blanc, qui devrait peut-être a priori dans le schéma habituel avoir une situation plus confortable, et ben lui, effectivement, se comporte un peu de façon désinvolte. Et j'aime beaucoup comment les qualités de chacun vont déteindre sur l'autre, en fait. Chacun va bonifier l'autre. Et ce qui est très bien, c'est que le message n'est pas tambouriné. Le fait que ce Green Book, au sud des États-Unis, ait un peu un statut, voilà, on n'y fait presque plus attention, c'est presque un élément du décor, je trouve que c'est encore plus violent, que ce soit accepté, que ce soit normal. Ouais, c'est vrai que c'est très bien vu. Hein. Et rappelons que le film a eu quand même l'Oscar du meilleur film, hein, donc c'est un bon indicateur pour vous dire, bah allez-y quand même, hein, ça vaut le coup. Hein. Alors le prochain dont on parle, donc c'est Détective Pikachu. Il est dans des mentions belges, oui. C'est vrai, ça pourrait étonner, hein, parce que alors là, pour le coup, on n'y croyait pas du tout. Enfin, je parle pour moi surtout, mais là, j'y vraiment, croyais pas forcément. J'y suis allé plus par curiosité, parce que la bande-annonce avait l'air de développer un univers assez atypique, assez particulier. Pour le moment, on vous a parlé de films qui sont plutôt indépendants, ou en tout cas pas des gros budgets, a priori. Et là, vraiment, bon, c'était une des grosses sorties de l'année, effets spéciaux à gogo et tout ce qu'on veut. Et le film c'est pas un cache-misère, quoi. Le film a aussi quelque chose à raconter, et surtout, il arrive à déployer un univers qui mélange en plus le polar. C'était plutôt habile, je trouve, d'avoir combiné l'univers de base à une sorte de Blade Runner. C'est vraiment très, très intelligent, et même dans la psychologie, dans les enjeux, que ce soit des gentils comme des méchants, et surtout du méchant d'ailleurs, je trouve qu'il y a quelque chose de bien fait. Et puis c'est vrai, grâce aussi, voilà, à cette appropriation presque des codes du polar, je trouve que le film arrive à être plus mature. Et même émouvant, quoi. Et ça développe même un univers imaginatif. Je me souviens d'un moment, que cette scène où ils sont sur des carapaces de tortues immenses. Ils n'ont pas voulu faire les choses à moitié. On ressent cette intégrité, je trouve. Ce respect aussi, à la fois pour l'œuvre de base et aussi pour le spectateur. Et tout petit dernier point positif, l'une de ces créatures merveilleuses parle. Ça, c'est celle qui a été d'ailleurs fabriquée dès le début, hein, en laboratoire, inspirée d'une divinité égyptienne, je crois, enfin une ancienne divinité. Et je trouve que dans les dialogues, dans ces lignes de dialogue, on ressent l'aspect divinité. Il y avait un aspect un tout petit peu moins divin dans l'esthétique, mais de par ses paroles, ça imposait un certain respect, une certaine grandiloquence. Bon, on enchaîne tout de suite avec Captive State, réalisé par Rupert Foyat, qui avait signé notamment le premier Planète des Singes, la nouvelle version, hein, donc la dernière en date. Et là, finalement, il s'attaque aussi à une sorte de postulat de science-fiction. Hein. Les extraterrestres ont envahi la Terre et ils commandent. Oui, mais alors ce qui est très intéressant là aussi, c'est qu'on a plutôt affaire, on parlait de polar, et c'est aussi un peu le cas ici, il y a une sorte de film d'espionnage, mais hyper complexe quand même. Tout se passe presque en souterrain, on a l'impression qu'il y a des ramifications de partout. Ça sent le réseau, effectivement, ça sent le côté complot, le côté magouille, le côté détournement de fond, hein, oui, de fond, parce que ça se passe sous terre, en grande partie. Oui. Pendant longtemps dans le film, on comprend pas les liens entre les personnages et totalement les enjeux. On se dit, mais pourquoi un tel interagit avec un autre personnage de cette façon, et finalement tout s'imbrique. Le puzzle est assez admirable, je trouve. Les 15-20 dernières minutes du film qui d'un coup recollent un peu tout ça, et je trouve que c'est assez brillant. Hein. Le recolle d'une manière inattendue. Parce que, bon, disons-le, certains terriens n'apprécient pas forcément que le gouvernement ait cédé face à l'extraterrestre, qu'on leur obéisse. C'est ça. Donc il y a des attentats, il y a des tentatives de rébellion qui sont menées, et notamment on suit, entre autres personnages, un détective chargé justement de démanteler tous ces réseaux souterrains. C'est aussi que tout ça va converger vers une sorte de côté famille recomposée, famille retrouvée à la fin, qu'on soupçonnait pas. Ne me dis pas que la révélation c'est que c'est son père. Et voilà. En tout cas, un film à voir. On en arrive donc à la dernière de ces mentions belges, qui n'est autre d'ailleurs qu'un film dont on a déjà parlé en avis à vif,
le 42.4 pour les intimes, Alice et le maire. Il a un très beau titre. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de retrouver donc Fabrice Lucchini dans un rôle qui est un peu différent de ce qu'il aime à jouer, parce que c'est quelqu'un qui, là, pour le coup, est moins sûr et moins convaincu par des a priori. Il est là en perdition, presque, hein, c'est ça. Hein. Et surtout qu'il n'arrive plus à penser. J'y verrais presque, si on voulait choisir une métaphore bien dans la gravité, qui est presque damné, qui n'a plus son âme, quoi, qui a vendu son âme à la politique. C'est ça. Et oui, parce qu'il joue le maire en question. Le maire de Lyon. Et Alice est en fait une jeune étudiante qui est embauchée pour ses soins, pour l'aider à penser. Jouée par Anaïs de Moustier. Alors l'aider à penser, ça c'est ce que disent certaines versions, parce que cette Alice elle-même ne sait pas trop ce qu'on attend d'elle. Et d'ailleurs, disons que tout le film est un condensé de dénonciation, voilà, des absurdités politiques, des délégations en délégation, on ne sait plus qui doit s'occuper de quoi, il y a des postes qui sont créés qui ne servent à rien, il y a des postes qui n'existent pas, d'autres qui existent, ils ne savent même pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a quand même effectivement une critique, comme tu dis, qui est bien là. Il y a tous ces rouages administratifs qui passent à la moulinette et on se dit effectivement c'est la France. Hein, donc ça a beau être une comédie, le film est peut-être un tout petit peu plus pessimiste qu'on pourrait le croire, parce que le film se termine presque comme une défaite. Il y a quelque chose aussi, une lucidité, une amertume, mais une amertume qui est finalement transformée en quelque chose de plutôt bénéfique, en tout cas pour les personnages principaux. Ça me fait penser que Nicolas Pariser, donc le réalisateur, s'il a choisi ce prénom-là, Alice, peut-être, hein, ça c'est mon interprétation personnelle, qu'il voulait aussi comparer donc la mairie, l'administration, etc., comme une maison qui rend fou, hein, ce qu'a déjà fait Goscinny pour les 12 strophes d'Astérix, ou tout simplement un pays des merveilles de l'absurde. C'est vrai que le parallèle est intéressant et sans doute voulu. Et donc voilà, on a fini, hein, mention beige, et oui. Oui, là, sache que nous venons de franchir le dernier rempart de l'atmosphère terrestre. Eh oui, c'est bientôt les étoiles hein, qu'on voit déjà à l'horizon. Et la blancheur de la Lune, le fameux top blanc, voilà, qui nous reste à parcourir pour atteindre l'inaccessible étoile. Non, tout simplement notre accessible satellite. Comme Neil Armstrong avant nous, on marche dans ses pas. Bon, très bien. Et on vous retrouve alors pour ce top blanc vers la Lune.